Hein, Emmanuel, toi. Oui. Bon, globalisation, localisation, standardisation, différenciation. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il est possible de trouver une voie de sortie, une sorte de compromis, par une approche qui serait celle de l'hybridation, qui parle de cross-vergence? C'est-à-dire, au fond, l'idée que ce qui est préconisé sur le plan de la globalisation, sur le plan de l'universalisation, pourrait trouver des aménagements et être adapté à un certain contexte. Et donc, il y aurait là quelque chose de nouveau, notamment au niveau des normes ISO. Il y aurait quelque chose de nouveau à construire, à créer. Et je crois que c'est là où les expériences in situ me semblent extrêmement importantes pour dire, nous avons par exemple cherché à appliquer les normes standards ISO dans tel ou tel contexte. Ça n'a pas marché. Nous avons la certitude qu'à partir des contextes étudiés, il est possible d'entrevoir quelque chose de nouveau, d'enrichissant, qui à la fois soit adossé à quelques principes de l'uniformisation, mais qui également tiennent compte des formes de spécificité qu'on a pu mettre en œuvre. Et je crois que c'est à ce niveau-là que tout ce que nous faisons là pourrait répondre à la question qu'est-ce que les pays, qu'est-ce que nos pays, qu'est-ce que les pays du Sud, par exemple, sont susceptibles d'apporter au management universel. Donc je demande cette voie, cette troisième voie de l'hybridation, est-ce qu'elle peut être explorée? Alors, je vais en profiter pour parler des modes de raisonnement. Hein, dans la fabrique de la recherche, il y a des modes de raisonnement. L'hybridation n'est qu'un mode de raisonnement. Il y en a 9 modes de raisonnement. Bon, là, c'est de la rhétorique. Premier mode de raisonnement, donc conjonction, disjonction, standardisation, différenciation, globale, locale. Donc on entre. Comment est-ce qu'on peut raisonner sur ces éléments-là? 9 manières de raisonner. Et je vais toujours prendre un exemple qui est coopération et conflit. D'accord? Donc, premier raisonnement possible, la dualité, où une perspective indique son contraire. First type of reasoning, duality. La duality, when you look at something, it shows the opposite. If you study cooperation, in fact, you have in the shadow the conflict. Donc, en dualité, parler de la coopération, c'est parler du conflit. Et là, c'est le raisonnement en dualité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler de coopération si vous ne parlez pas de conflit, ou vous ne pouvez pas parler de conflit si vous ne parlez pas de coopération. Donc ça, c'est le raisonnement en dualité. La nécessité de se saisir de deux choses en même temps. Donc là, je me saisis en même temps de standardisation et différenciation. Ça y est. Je me saisis en même temps de standardisation et différenciation. J'aimerais bien, enfin entre guillemets, parce que vous avez une position, j'aimerais bien que tout soit standardisé, ou moi j'aimerais bien que rien ne le soit. Mais évidemment, voilà. C'est pour ça que moi qui n'aime pas la standardisation des ISO, je montre la multiplication des ISO et simplement les ISO, hein, et la façon dont c'est complètement explosé. La 9000, la 14000, la 26000 et la 50000, si je prends simplement celles qui sont autour du développement durable. Oui, parce que si vous entrez dans le développement durable par la 50000, ce n'est pas la même chose que si vous y entrez par la 26000, ce n'est pas la même chose que si vous y entrez par la 14000. Et en fait, il n'y a pas eu internationalisation de la 14000 ou de la 26000 ou de la 50000. Il y a simplement aujourd'hui, par exemple, une actualité de la 50000. C'est très, très surprenant, hein, puisque je me suis aperçu que le magasin de quartier dans lequel j'allais faire mes courses avait une étiquette ISO 50000, je ne m'en étais pas rendu compte. Hein, l'étiquette l'ISO 50000, c'est le rapport entre le bâtiment et l'énergie. 50,000. ISO 50,000. ISO 50,000. ISO 50,000. You see? So, positive energy for buildings, which is something very important. So, in a way, you can forget everything about garbage, but if you give a look through ISO 50,000,
you say to an audience, probably not clients, but it is another story. You tell a story to an audience that you are involved in positive energy buildings. In a way, it can be more relevant than giving a look to garbage, to waste diminution or waste disparition. You can't do both. There is always a speech, a first-degree speech. So for environmental issues, are you speaking through ISO 14,000? So you will tell a given story. Will you speak through ISO 26,000? You will give another story. And will you speak through ISO 50,000? And you will tell another story. All these stories are related with sustainable development, but each story is different. You see? So, premier raisonnement, le raisonnement en dualité. Le conflit, si vous vous intéressez à la coopération, en fait, vous vous intéressez au conflit. Hein, la coopération, c'est du conflit qui s'ignore. Ou si vous avez conflit, vous dites « Ah ben, on va le résoudre par la coopération ». Deuxième raisonnement, le continuum. Vous dites « Moins il y a de conflits, plus il y a de coopération. Plus il y a de coopération, pardon, moins il y a de coopération, plus il y a de conflits. » You see, that's another way another logical way to deal with question. You have a tension between two aspects, which is something we meet very often in management. And for conflict and cooperation, you say, the less conflict you have, the more cooperation you live in. The less cooperation you have, the more conflicts you probably have. That's reasoning in continuum. Dualité, continuum. Dualité, continuum. Troisième mode de raisonnement, orthogonalité, orthogonality. Conflict, cooperation. So it means that it has nothing to do. Very often it's very interesting when you are doing comparisons. If I took colors, it's possible to compare black and white. It is not possible to compare red and yellow. But it's very important to make a kind of comparison, even you have something which is red, and even you have something which is yellow. But you should before accept that it is red and yellow, and it is not black or white, because it is so easy to compare two opposite colors that very often you reduce the reality to comparable aspects when very often they are not comparable. That's the reasoning in orthogonality, le raisonnement en orthogonalité. Le rouge et le jaune sont des couleurs, on ne peut pas les comparer comme ça, mais il est important de les comparer. D'où l'importance des items. Hein, d'où l'importance des items. Oui, parce que les items ne vont pas vivre de comparaison, ne vont pas vivre la même chose dans le rouge et dans le jaune, même si ce sont deux couleurs. Donc là, vous allez dire, la coopération, c'est un truc, le conflit, c'en est un autre, il n'y a pas de lien entre conflit et coopération. Donc, hélas, les organisations doivent vivre et avec du conflit, et avec de la coopération, et ce n'est pas en mettant plus de coopération qu'on va réduire le conflit. Je prends un exemple, coopération et conflit, que je vais mettre à l'épreuve de tous les modes de raisonnement. Par contre, la question que je vous pose, c'est quel est le raisonnement qui est cohérent par rapport à la question que vous vous posez? Quelle est l'utilité de ce raisonnement orthogonal dont vous parlez? C'est que si tout le monde... Vous êtes dans une entreprise où tout le monde dit, grâce à la coopération, on va réduire le conflit, ben vous dites, j'analyse dans l'entreprise dans laquelle je suis la coopération, j'analyse le conflit, c'est orthogonal. Donc on n'a aucune chance de réduire la coopération par le conflit. Ça dépend de vos variables latentes. Alors, ça dépend de la manière dont vous allez raisonner en fonction dont vous avez posé la question. J'ai rien contre le fait de dire que c'est en dualité ou en continuum. Mais je dis, ça peut être en orthogonalité. D'accord ? Je n'ai pas très bien
En orthogonalité, vous avez deux phénomènes, mais l'un n'a rien à dire à l'autre, même si vous pouvez éventuellement les comparer. Mutuellement exclusif, quoi. Non, pas exclusif. Orthogonalité, il y a un point de jonction. Deux concepts en interaction. Voilà. Alors, mais maintenant, on va approfondir la question de l'interaction. Quatrième point de raisonnement. Quatrième mode de raisonnement. La double trajectoire, et c'est ce qu'il veut nous dire, la double trajectoire ou logique parallèle. Vous avez plus ou moins de coopération, plus ou moins de conflit. À un moment donné, vous avez 1 degré de coopération et 1 degré de conflit, et les deux éléments entrent en produit de composition. See? Double trajectory. You have one concept with its own life, cooperation, another concept which is with its own life, conflict. At a given moment in an organization, you have a certain level of cooperation and a certain level of conflict, and the situation you are looking about is a composition, a mix of these two aspects which are not interrelated. Exemple. Exemple, comment le coopération-conflit. Alors, je vais prendre un exemple français que j'ai vu de loin, qui est le conflit récent Air France. Hein, le conflit récent Air France. On a un président directeur général qui dit comment les compagnies classiques, donc Air France, sont chahutées par les low cost, donc on va créer une filiale low cost et en même temps, on va optimiser le coût du service de la high cost. D'accord? Et donc, il met en place un plan de rationalisation, maîtrise des coûts, principalement dans une activité de service, ce sont l'activité des personnes. Le personnel d'Air France le fait. Air France devient une compagnie à nouveau bénéficiaire, relativement riche, et le personnel dit « nous nous sommes sacrifiés, on veut une grosse augmentation ». C'était la même chose à Lufthansa, hein, pour prendre un exemple. Et puis, le président directeur général de l'époque dit non, ce n'est pas possible, puisque la concurrence des low cost qui entrent sur les longs courriers rend impossible cette hausse de salaire, parce que vous allez manger toute notre marge de manœuvre. D'accord ? Le nouveau président, bien qu'il y ait eu beaucoup de polémiques, puisqu'il a eu un Golden Hello, la première chose qu'il fait, c'est recevoir et discuter avec les syndicats sur à la fois les salaires et le lien entre le fonctionnement d'Air France et le développement d'une low-cost long courrier. Il a baissé son salaire. Comment ? Il a baissé son salaire. Non, alors, oui, enfin, bref, peu importe. Dans le détail, il a dit mais le bonus, je le réinvestirai en actions Air France et je vous en donnerai la preuve. Mais c'est pas grave. Donc, là, vous voyez que quand c'était M. de Juniac qu'on était président, vous aviez 1 degré de coopération et 1 degré de conflit avec un produit de composition qui a amené à une grève toutes les 3 semaines, un jour de grève toutes les 3 semaines. Et puis, maintenant qu'il y a un nouveau PDG qui voit le lien entre le conflit et la coopération de façon différente, il y a un autre produit de composition entre coopération et conflit. C'est la même entreprise, ce n'est pas le même patron, ce sont les mêmes syndicats, ce sont les mêmes enjeux, et la résultante est différente. Parce que c'est un modèle économique différent. Non, mais je veux dire, il a pris ses fonctions il y a 15 jours, le modèle économique n'a pas changé. Mais Yvon, En visant les locaux, si. ce que tu oublies de dire, c'est que Oui. ce nouveau PDG, quand il a été désigné, la première réaction a été une quasi-réaction de rejet, en se disant comment un patron de culture anglo-saxonne, de surcroît canadien, va être désigné comme président d'une prestigieuse compagnie aérienne française européenne. Donc il y a eu ce préjugé qu'il sera ultra-libéral et qu'il fera pire que l'autre a fait. Et le premier acte était inverse. Donc, entre la situation d'Air France au mois de mai 2018 et la situation d'Air France en septembre 2018,
le produit de composition entre coopération et conflit donne un résultat différent. C'est ça que je veux dire. Tout ça pour vous attirer votre attention sur la limite des raisonnements déterministes. C'est tout. Il y a d'autres modes de raisonnement possibles. D'accord ? C'est tout ce que je veux vous dire. I just want to explain that there are other ways of reasoning than determinist perspective. Explicative variables and explicated variables. There are a lot of other ways to think about problems. Donc on en est au 4e, je crois. Hein. Dualité, continuum, orthogonalité, double trajectoire. 5e mode de raisonnement, la dialogique radicale. Une chose peut être à la fois ce qu'elle est et son contraire. La coopération que j'ai avec vous, en fait, c'est un conflit. D'accord ? Ça veut dire que lui, il a intérêt à coopérer avec moi, puisqu'il est auditeur du DBA et qu'il est présent à cet élément-là. Mais, d'une certaine manière, donc, je suis en conflit avec lui, je ne l'ai pas laissé parler. D'accord ? Donc, une chose est ce qu'elle est et son contraire en même temps. Nous coopérons, d'ailleurs, il est intervenu dans le débat en disant « je veux coopérer », je vais donner un exemple. Il a donné un exemple, mais par rapport à la logique qui était la mienne, ça ne me plaisait pas, donc je suis entré en conflit avec lui. Donc une chose peut être à la fois ce qu'elle est et son contraire. La dialogique radicale. Donc, je t'aime, mais je te hais en même temps. Enfin, radical dialogique. Radical dialogique. Mais la rhétorique, c'est facile, ça se traduit comme ça. Radical dialogique. C'est de la rhétorique que je vous fais, c'est ce qu'on appelle un cours de rhétorique. La manière de raisonner, de construire une argumentation, c'est une rhétorique. The way through which you build an argumentation is a rhetoric. That's why I give you all the reasoning which is related with rhetoric. This is for everyday life either. Merci. Also, it's not only I think so. I think so. with husbands and wives and I think so. children. And Yes. it's you know, we do business. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors lui, il a joué là-dessus. 6e mode de raisonnement, la complémentarité. La collaboration est complémentaire au conflit. Complémentarité. Cooperation is complementary to conflict. With conflict. La complémentarité. Eh oui, ben si vous pouvez parler de coopération, vous êtes obligé de parler de conflit. Si vous raisonnez en complémentarité. Vous voyez le choix du raisonnement? Comment le choix du raisonnement induit la construction du savoir. Et comment, quand vous êtes face à une question, bon, d'une part, vous avez vos choix personnels, mais vous avez une manière, au regard des faits, de construire un raisonnement qui est plus cohérent par rapport aux faits. En d'autres termes, il ne faut jamais donner tort aux faits. Hein? Voilà. Donc, là, en l'occurrence, je vais prendre un exemple très précis. Quand on veut résister aux faits, c'est la conduite du changement. Mon lieu que mon personnel est stupide de ne pas vouloir aller là où je vais. Il faut toujours se poser la question des bonnes raisons de résister au changement. C'est peut-être vous qui avez tort. Hein, donc, very often in all the questions related with change management, you should give right to the facts. It's not because your employees don't change that they are wrong. C'est peut-être le passage de Juniac à, j'ai oublié le nom du nouveau patron, d'Air France, qui lui ne donne pas tort aux faits. Juniac a donné tort aux faits, il a tellement donné tort aux faits qu'il a dit bah, écoutez, j'ai raison, référendum, si vous me donnez tort, je m'en vais. D'accord ? Mais ça dépend de l'écart aussi, si on regarde ça avec une approche systémique. Il y a toujours écart. La preuve, je ne l'ai pas laissé parler.
Pardon. Non, je plaisante, je plaisante. D'accord? Il y a toujours écart. Oui, vous avez les positions dans tant qu'enseignant, on ne peut rien dire, on doit être silence, parce que selon la culture de pays, hein, moi, ce que vous dites, le noir, j'accepte, parce que vous êtes enseignant, alors après tout ce que je vais sur ma raisonnement, c'est blanc pour moi. Alors, ça, c'est effectivement un bel exemple de comportement organisationnel. Hein, là, on peut faire un mémoire là-dessus. Oui, effectivement. D'accord? Alors, en plus, là, je vais dire, et du point de vue qui est le mien, vous n'avez pas raison. Mais mes arguments sont peut-être pas plus solides que les vôtres. D'accord? Donc, vous voyez, comment dans le raisonnement, le raisonnement de complémentarité est important. La coopération et le conflit sont complémentaires. Donc, pas la peine de résoudre du conflit par la coopération. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de coopération. Mais si vous voulez résoudre le conflit par la coopération... C'est une solution. Comment? C'est une solution. Mais ça dépendra de... Et c'est là où vous... du temps. C'est là où... Mais c'est là où vous allez commencer à vous poser des questions. Coopération, négociation. La négociation est-elle de la coopération? D'accord? Et vous entrez dans une approche plus subtile. Voilà. Et donc la question, par rapport à la question que vous vous posez, c'est jusqu'où allez-vous et quand vous arrêtez-vous? Ça veut dire que, en d'autres termes, si vous pensez qu'il y a complémentarité entre coopération et conflit, c'est donc que vous allez comprendre la coopération au travers de la négociation. Or, il y a de la négociation qui n'est pas de la coopération. Donc, vous allez prendre une vision qui est acceptable, qui est défendable, mais qui se discute de la négociation. La coopération, c'est autre chose que de la négociation. Il peut y avoir une négociation autre que de la coopération. Donc là, vous commencez dans votre partie conceptuelle à redire « Ah ben la coopération, je vais la regarder comme ça, avec de la négociation. La négociation, je vais la regarder comme ça, mais je ne vais pas regarder l'autre, parce que dans le raisonnement en complémentarité que je fais, c'est la raison pour laquelle je vais pouvoir mettre en complémentarité coopération et conflit. Quand il y aura conflit, je peux vous dire qu'on mettra de la coopération. Mais si vous n'avez pas réfléchi plus profondément, si vous mettez de la coopération quand il y a un conflit, il ne se passe rien. Peut-être même que ça augmente le conflit. Hein, si vous demandez de coopérer au sens strict du terme de la coopération pour résoudre un conflit, il n'est pas impossible, peut-être même c'est beaucoup plus courant que ça peut que vous admettez. Vous venez aussi, si vous venez de la coordination, vous vous trouvez dans le concept de la coopération. Alors, je vous remercie. J'ai pris F exprès, hein, coopération et conflit. Et là, évidemment, dès qu'on commence à raisonner, par exemple, sur la complémentarité, d'être plus subtil, il vient de me mettre coordination. J'ai mis négociation, puis il y en a et coopération, etc. Et donc, si vous voulez, ça vous amène à devoir vous poser la question, mais la coopération, c'est pas seulement de la coordination, c'est pas simplement de la négociation. Si on dit coopération, c'est pas simplement de ce que vous venez de me dire, mais que j'ai oublié, la coordination, d'accord? En fait, ce que je voulais dire pour que je sois clair dans mes propos, vous avez deux acteurs, vous avez une interaction. Donc il y a déjà le concept de coordination, d'accord? Mais vous avez un conflit. C'est là où vous vous posez la question dans la coopération avec le conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Voilà. Donc on ne peut pas se dire, voilà, je me retrouve dans une situation de conflit, donc je vais coopérer. Mais vous venez d'où? Quel concept? Je parle du point de vue recherche. Donc vous parlez de coordination ou de négociation dans un sens donné. Voilà, dans un écosystème très complexe. Vous avez là, dans la fabrique de la recherche, comment le raisonnement conduit à manipuler les concepts qui sont en cohérence avec le raisonnement. Et là, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que vous avez ce que j'ai souligné tout à l'heure, vous avez la littérature, la théorie, et vous avez votre courant qui vous suit. Et donc, vous créez du savoir.